Salut tout le monde et bienvenue pour ce 26e numéro du Petit Journal du Japon. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé un bon petit week-end. En tout cas, moi je suis content de vous retrouver et je vous remercie d'ailleurs tous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à suivre ce journal et ça, c'est vraiment cool. Pour ceux d'entre vous qui regardent ce journal pour la première fois, et bien chaque dimanche dans cette série de vidéos, je parle de ce qui se passe au Japon, que ce soit des nouvelles qui ont marqué l'actualité ou simplement des événements importants au Japon, comme des fêtes traditionnelles par exemple. Et si tous les sujets ne vous intéressent pas, la vidéo est découpée en chapitres pour vous aider à mieux naviguer. Et enfin, dans la description en bas, vous trouverez tous les liens des articles que j'ai lus pour faire cette vidéo. Ah, et un dernier truc avant d'entrer dans le vif du sujet, mais que vous soyez nouveau ou non, si vous aimez cette vidéo, bien sûr, le bouton like est par là ou par là, je sais jamais. Alors, si vous pouviez prendre une petite seconde pour cliquer dessus, non seulement ça fait très plaisir, mais en plus ça aide beaucoup la chaîne, donc ce serait vraiment cool. Merci d'avance à ceux qui le feront. Allez, j'ai un peu traîné aujourd'hui, mais c'est parti pour les titres de ce journal. Et on va commencer par un sujet qui intéresse tout le monde, j'en suis sûr, à savoir l'ouverture des frontières. Ou plutôt la non-ouverture, puisqu'on a appris cette semaine que le Japon allait seulement laisser entrer dans un premier temps, au moins, quelques voyages organisés venant de 4 pauvres pays. Voilà, vous allez voir qu'il y a beaucoup de conditions, que ça ne fait pas rêver, mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles cette semaine, puisque je vous parlerai aussi d'un assouplissement prochain des formalités d'entrée, c'est-à-dire la vaccination, les tests et la quarantaine. Voilà, tout ça pour l'instant, au moins, ça sera seulement pour ceux qui ont un visa, bien sûr, mais peut-être qu'à l'avenir, ça sera élargi à tout le monde, on l'espère. On continuera avec un fait divers qui a beaucoup fait parler de lui dans les médias, qui était un peu absurde et un peu amusant en même temps. Vous allez voir, puisqu'un homme qui a reçu par erreur une grosse somme d'argent de sa mairie, c'est vraiment une grosse quantité d'argent, vous allez halluciner je pense, eh bien, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de s'enfuir et de tout claquer. Voilà, je vous raconte tout ça juste après, vous allez voir, il y a du niveau. Ensuite, on célébrera le 10e anniversaire de la tour Tokyo Skytree et je vous parlerai un peu de ce bâtiment et de ses atouts et vous verrez que c'est vraiment devenu un lieu incontournable à Tokyo qui vaudra vraiment le détour lors de votre prochain séjour au Japon qui ne sera pas en 2043, je l'espère. On terminera avec des propositions d'aide à la lecture des prénoms en kanji sur les documents officiels et aussi des règles de ce qui est acceptable ou non. Et on verra que Pikachu sera peut-être une lecture autorisée pour certains kanji. Et en bonus aujourd'hui, en fin de journal, je vous emmènerai dans la péninsule d'Izu, où je suis allé une journée il y a quelques temps, et j'en profiterai pour vous montrer 2 coins très sympas et vous raconter un peu ce qu'on y a fait. Donc voilà, si vous voulez découvrir des endroits pas forcément très connus, restez bien jusqu'à la fin. Alors, une fois n'est pas coutume, on commence ce journal par une nouvelle concernant les entrées dans le pays. Je vous ai dit il y a 2 semaines, je crois, que des voyages organisés seraient autorisés progressivement à entrer au Japon et on a eu plus de détails cette semaine. On a eu notamment la liste des 4 premiers pays dont les voyageurs seront bientôt acceptés et il s'agit donc de la Thaïlande, des États-Unis, de l'Australie et de Singapour. Le Japon a estimé que c'était des pays où la situation Covid était sous contrôle. Bon. Alors on peut émettre des doutes quand même quand on voit la situation aux États-Unis sur les critères qui ont été choisis pour cette sélection. Mais bon, le fait est que la France ne fait pas partie de ces pays. Mais en fait, c'est pas très grave au final, parce que ça risque de pas être très fun comme séjour, vous allez voir. Alors déjà, les participants devront avoir reçu 3 doses de vaccin, fournir un test négatif avant leur vol pour le Japon et obtenir un résultat négatif au test qu'on doit effectuer une fois qu'on arrive ici. Bon. Jusqu'ici, rien de très choquant, vous me direz. Mais attendez, c'est pas fini, ça devient intéressant juste après. Parce qu'en plus, il faudra avoir une assurance médicale privée et surtout, l'itinéraire du voyage sera fixé à l'avance et ils seront toujours accompagnés de guides officiels qui seront en fait chargés de les surveiller pour être sûr qu'ils respectent les règles une fois sur place. Donc ils n'auront a priori aucune liberté de mouvement pendant leur séjour. Donc c'est pas super comme vacances, ça fait un peu penser aux vacances en mode Corée du Nord. Et c'est pas fini puisque si dans les médias anglophones et japonais que j'ai consultés, il n'y avait pas trop d'informations supplémentaires, il y avait seulement écrit que les villes et les préfectures devraient donner leur feu vert avant que ces groupes puissent les visiter, eh bien dans certains médias français, comme le site du Figaro ou sur le site de Campagne, ils donnaient plus d'infos que j'ai pas pu vérifier, donc c'est à prendre avec des petites pincettes, mais bon, a priori s'ils l'ont publié, je pense qu'ils avaient de bonnes sources. Et donc, d'après eux, seules 15 préfectures sur les 47 qu'il y a au Japon auraient accepté ces touristes et Tokyo, Osaka, Nagoya, Hokkaido et Okinawa les auraient carrément refusés. Ah, et cerise sur le gâteau, apparemment ils ont interdiction de prendre les transports publics
sauf certains trains réservés à l'avance. Donc voilà, ils vont vraiment être traités comme des pestiférés, il n'y a pas d'autre mot. Donc difficile vraiment de profiter de ces vacances dans ces conditions. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, pour moi, c'est clair que je paierai jamais un centime ou un yen pour faire un voyage comme ça dans de telles conditions. Et ce manège ridicule risquerait de continuer, d'après leurs sources, jusqu'en septembre, date à laquelle une vraie ouverture devrait avoir lieu, ce qui regrouperait d'ailleurs ce dont j'avais entendu parler il y a quelque temps, mais pour l'instant, rien n'est certain. Voilà. En tout cas, si tout ça est vrai, eh bien, ça fait vraiment pas du tout honneur au Japon. Et puis, stigmatiser les étrangers en les faisant passer pour des bêtes de foire porteuses de maladies, c'est pas vraiment le meilleur moyen, à mon avis, pour que la population japonaise ait envie justement que plus de touristes viennent et qu'elle accepte que les touristes reviennent au Japon. Et alors, je vous raconte même pas ce qui se passera si par malheur un touriste va faire pipi sans demander l'autorisation, ou s'il y a un fou qui se met à éternuer dans un café sans masque. À tous les coups, ça fera les gros titres partout. Alors plein de Japonais le font et que tout le monde s'en moque, mais bon, ça servira de prétexte à entretenir un peu cette peur de l'étranger. Enfin voilà pour cette information, c'est tout ce qu'on sait pour le moment, ayant quand même une pensée émue pour le concept japonais de l'omotenashi. En gros, ça veut dire le sens de l'hospitalité, de l'accueil généreux et chaleureux des invités, dont le Japon était si fier, et qui est maintenant officiellement mort et enterré. Nous vous offrirons un accueil vraiment unique. En japonais, il est possible de le décrire avec un seul mot, omotenashi. Omotenashi. Alors pour terminer avec le sujet des frontières, je vous l'avais déjà dit aussi, mais c'est officiel cette fois, le nombre d'entrées va passer de 10 000 à 20 000 par jour à compter du 1er juin. Et on a appris cette semaine que le gouvernement prévoyait aussi de faciliter les entrées sur le territoire en fonction du pays d'origine. Et ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Les pays étrangers seront donc divisés en 3 groupes, on n'a pas les détails, mais c'est selon le taux de positivité du pays. Et si on arrive d'un pays classé dans le premier groupe, donc avec peu de cas positifs, eh bien, on pourra entrer au Japon sans être vacciné, sans quarantaine et même sans test PCR. C'est vraiment la fête, c'est un peu incroyable, mais bon, attention, évidemment, ces mesures seront pour les personnes autorisées à venir et ayant un visa. Pour l'instant, ça ne veut pas dire que les touristes sont autorisés. Ensuite, pour les voyageurs venant de pays avec un taux jugé moyen, avec 3 doses de vaccin, il ne sera plus nécessaire de faire de tests PCR, ni au départ ni à l'arrivée, et évidemment, il n'y aura pas de quarantaine non plus. Et enfin, pour les pays avec une situation sanitaire jugée mauvaise par le Japon, eh bien, ça restera inchangé, les règles seront les mêmes que maintenant. Voilà, d'après l'annonce du gouvernement, le but est que 80% des voyageurs n'aient plus ni test ni quarantaine. Donc c'est super, mais si personne ne peut venir pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose. Enfin, chaque chose en son temps, on est au Japon, donc ça avance très très doucement et prudemment. Mais bon, tant que ça avance, c'est plutôt pas mal. Voilà, au final avec tout ça, et même si certains journaux japonais évoquent une ouverture en juin aux touristes, si jamais ça arrivait à mon avis, ce serait très probablement avec une tonne de conditions et de limitations. Donc pour une vraie ouverture au tourisme individuel, sans être traités comme des prisonniers, ce sera a priori au plus tôt en septembre, voire étalé entre septembre et décembre. Tout ça est encore très flou, vous le voyez, et donc il est urgent d'attendre avant de prévoir quoi que ce soit. Donc je vous le redis encore une fois, mais je vous déconseille vraiment de réserver des billets d'avion ou des hôtels pour le moment. Après ces mauvaises nouvelles, on va se détendre un peu avec une histoire drôle à la japonaise. En fait, je vais vous parler d'une affaire rocambolesque qui fait les gros titres pratiquement tous les jours depuis quelque temps, puisqu'il y a toujours un nouveau rebondissement. Chaque jour, on en apprend un peu plus sur cette affaire assez amusante, vous allez voir. Alors en fait, tout a commencé le 6 avril dernier, quand un jeune homme sans emploi de 24 ans, qui habite dans la ville de Abu, dans la préfecture de Yamaguchi. Donc c'est vraiment la campagne. Il a reçu par erreur 46 millions de yens de la part de la ville. Pour vous donner une idée, 46 millions, ça fait 340 000 € au taux d'aujourd'hui. Donc c'est un joli cadeau, mais vous vous en doutez, c'était une erreur de la part de la ville. En fait, cette somme était destinée à l'origine à 463 foyers pour les aider financièrement par rapport à la situation liée au Covid-19 ici. J'en avais déjà parlé plusieurs fois, mais le gouvernement central puis certaines villes ont plusieurs fois donné des aides, parfois à tous les Japonais ou bien seulement aux personnes en situation difficile, ou encore seulement aux familles qui avaient des enfants. Alors vous vous demandez sûrement comment ça a pu arriver, parce que c'est quand même une très
très grosse somme. Eh bien, j'espère que vous êtes assis, parce que figurez-vous que la ville avait fait une liste des bénéficiaires de l'aide financière en question et elle avait mis toutes leurs informations bancaires sur une disquette qu'elle a ensuite envoyée à la banque pour qu'elle fasse des transferts. Oui, vous avez bien entendu, une disquette en 2022. Voilà, donc on est au Japon, tout est possible. Mais bon, le truc c'est que l'erreur ne vient même pas de là, puisque la ville a aussi envoyé l'ordre de transfert en ligne et le compte en banque de cet homme était en fait le premier sur la liste et apparemment il était écrit d'une manière un peu bizarre, ce qui aurait poussé la banque à croire que ce compte devait centraliser l'argent avant de le redistribuer. Voilà, ils ont quand même eu un raisonnement bizarre à la banque, je pense, et ils auraient quand même pu vérifier, mais bon, ils n'ont pas tiqué et ils ont fait le virement de la totalité sur le premier compte de la liste sans se poser trop de questions. Alors vous vous dites peut-être qu'on est au Japon et que ce brave homme a bien sûr dû prévenir les autorités tout de suite, mais évidemment non. Déjà, ce serait beaucoup moins drôle et puis je vous en parlerai pas aujourd'hui. Et en fait, le gars qui a reçu l'argent, c'était un vrai champion. Il s'est dit que c'était une super idée de tout retirer petit à petit et puis de tout utiliser, genre tranquille ça passe, personne va me capter. Évidemment, on s'est rendu compte de l'erreur et on l'a retrouvé et contacté le 21 avril. À ce moment-là, il aurait dit que tout l'argent avait été déplacé de son compte et qu'il ne pouvait pas le rendre tout de suite, mais qu'il comptait le faire. Et quelques jours plus tard, quand les autorités sont revenues pour réclamer l'argent, oh là là, quelle surprise, il avait disparu et fermé son compte en banque. Bon, vous l'aurez compris, mais c'était pas Einstein et on l'a retrouvé assez facilement, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Et donc ça devient de plus en plus croustillant, puisqu'il dit avoir dépensé tout cet argent sur des sites de casinos situés à l'étranger, puisque c'est interdit au Japon, et donc quand même, respect, parce qu'il a réussi à claquer 340 000 € en 2 semaines. Alors, il n'a pas fait semblant, et puis il est surtout pas doué puisqu'il aurait absolument tout perdu. Il est resté 600 yens sur son compte en banque. Après, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Et ensuite, il a déclaré qu'il allait rembourser cet argent petit à petit, droit dans ses bottes. Donc bien sûr, il a l'air tellement fiable et digne de confiance qu'on n'y croit pas une seule seconde. Et au final, évidemment, ce qui lui pendait au nez est arrivé et il a été arrêté par la police le 18 mai et mis en examen pour crime informatique. Et il a reconnu les faits. Il n'avait pas trop le choix, faut dire, mais voilà. Cette histoire n'est pas finie et comme l'accusé est vraiment pas une flèche, ça m'étonnerait pas qu'on en reparle bientôt. Allez, on enchaîne avec un anniversaire puisque la tour Skytree, située au centre de Tokyo, fête ses 10 ans aujourd'hui, 22 mai. L'occasion pour moi de vous en parler un peu parce que cette tour est vraiment devenue le symbole de la ville et fin 2021, elle avait déjà été visitée par 40 millions de personnes. Si vous ne la connaissez pas, eh bien voici une petite séance de rattrapage spécialement pour vous. Alors, au départ, c'était un projet de la NHK, donc une grande chaîne de télévision, qui, avec d'autres chaînes et des radios, eh bien, voulait construire une antenne de 600 mètres de haut pour pouvoir passer à la diffusion numérique terrestre. Et après, la ligne de chemin de fer Tobu s'est associée au projet et ils ont construit la tour ensemble. Et cette tour mesure donc 634 mètres de haut et ce qui fait d'elle encore aujourd'hui la tour la plus haute du monde et c'est aussi le 3e plus grand bâtiment du monde. Rien que ça. On peut bien entendu la visiter et ça vaut vraiment le détour d'ailleurs parce qu'on peut d'abord monter déjà à 350 mètres pour avoir une belle vue sur Tokyo et il y a aussi un observatoire à 450 mètres de hauteur. Pas avoir le vertige, mais la vue est vraiment incroyable, surtout le soir. On peut admirer la ville et ses lumières à 360 degrés. Donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour si vous pouvez. Mais en plus, au pied de la tour, il y a un énorme centre commercial avec un super aquarium, où d'ailleurs je suis jamais allé malheureusement, mais ma femme l'a visité cette semaine, elle m'a montré des photos et des vidéos et c'était vraiment magnifique. En plus, vous avez aussi 300 restaurants et des magasins, donc vous pouvez largement y passer toute la journée et vous n'aurez pas le temps de tout voir, je pense. Alors, si je ne vous ai pas encore convaincu d'y aller, il y a aussi un café Kirby, super mignon, super cher, mais super mignon. Il y a plein de détails, que ce soit dans la décoration, dans le menu ou dans les plats. Et puis, de toute façon, que vous soyez fan de Kirby ou non, la tour et le stand commercial valent vraiment le déplacement. Et en plus, si on s'éloigne un peu dans le quartier tout autour, eh bien, le quartier change souvent. Il y a eu beaucoup d'aménagements. Il y a pas mal de trucs qui ont été faits au fil des années et c'est vraiment très sympa. Et du coup, avec tout ça, eh bien, même 10 ans après son ouverture, eh bien, Skytree reste très très apprécié par les touristes, japonais pour l'instant malheureusement, bien sûr, mais aussi par les gens du quartier et les habitants de Tokyo et de la région en général. Ah, et puis aussi, il y a les illuminations qui sont vraiment cool. En fait, la tour est régulièrement illuminée quand il y a des événements comme les JO par exemple,
ou bien aux couleurs d'animés populaires avec qui elle fait des collaborations comme Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer ou Evangelion par exemple. Et en fait, j'ai appris en faisant cette vidéo que Skytree était la première tour au monde à avoir été éclairée entièrement par des LED. Et en plus, elles sont installées en fait sous la plateforme d'observation et sous le couloir panoramique. Du coup, elle colore la tour par le haut et ça fait de très jolis dégradés de couleurs très sympas à voir. Et cerise sur le gâteau, quand il y a des collaborations avec un animé comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien en plus des couleurs qui éclairent la tour, on peut aussi y prendre des photos dans des décors créés pour l'occasion qui sont vraiment sympas. On peut en plus acheter des produits dérivés en édition limitée, comme toujours au Japon, et on peut bien sûr manger des gâteaux et boire des boissons sur le thème de l'animé en question. Bien sûr, faut pas regarder le prix, mais bon, si on est un peu fan, ça reste une expérience sympa et du coup originale puisqu'elle est limitée dans le temps. Voilà, vous l'aurez compris, mais Skytree ça vaut vraiment la visite et même si on y est déjà allé, en fait ça change tellement souvent que c'est toujours sympa d'y retourner de temps en temps pour voir qu'est-ce qui a changé ou tout simplement pour profiter des lieux. Et puis si vous êtes au Japon en ce moment, il y a une collaboration avec JoJo's Bizarre Adventure jusqu'à cet été. Donc voilà, si vous êtes fan de la série, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On termine ce journal avec les propositions d'un comité du ministère de la Justice qui concerne les prénoms en kanji. Alors, plus précisément, il propose d'ajouter la lecture de ces kanji dans les registres officiels d'état civil. Parce que ça va peut-être vous étonner, mais si vous ne parlez pas japonais surtout, mais en fait, il est assez fréquent pour les japonais de ne pas trop savoir comment lire un prénom écrit en kanji. C'est aussi valable pour les noms de lieux. Si vous avez des adresses avec des kanji, souvent les japonais ne vont pas arriver à la lire tout de suite ou ils vont se tromper. En fait, déjà à la base, chaque kanji ayant plusieurs lectures, il est assez courant que des gens se trompent en lisant certains noms de famille, certains prénoms ou certains lieux comme je l'ai dit. Parce que ces prénoms ou ces noms, ils se lisent d'une façon un peu particulière ou un peu rare. Et en plus, il y a une catégorie de prénoms qu'on appelle ici les Kila Kila Name et qui utilisent des kanji mais qui leur associent des lectures complètement originales. Alors un petit mot sur l'appellation Kila Kila Name, c'est un peu péjoratif parce que Kila Kila, ça veut dire en japonais qui brille. Donc on pourrait traduire ça un peu par des prénoms un peu voyants. Même si c'est à la mode chez certaines personnes, globalement au Japon c'est quand même pas très bien vu. Ça donne plutôt l'image de parents pas très cultivés ou un peu, spéciaux, voilà, pour rester poli. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent en France des personnes qui, par exemple, dans les années 80 ou 90, appelaient leurs enfants comme un personnage de série américaine ou un personnage de manga ou de jeu vidéo, par exemple. Et donc, pour en revenir aux propositions qui ont été faites, il suggère d'abord que la lecture en katakana ou en hiragana, bien sûr, accompagne les kanji pour éviter les erreurs. Et ensuite, ils envisagent 3 types de règles concernant ce qui serait autorisé ou non comme type de lecture en fonction des kanji. Et une d'entre elles, la moins stricte, propose de ne pas limiter les lectures et seulement d'interdire des noms comme Akuma. Donc Akuma, ça veut dire le démon ou le diable en japonais. Ce qui pourrait, je cite, troubler l'ordre public et la morale en plus du bien-être de l'enfant. Alors, je ne sais pas pour l'ordre public ou pour la morale, mais en tout cas pour le bien-être de l'enfant, c'est clair. Akuma, c'est pas un bon début dans la vie. Ensuite, la proposition la plus stricte, en fait, ça serait de n'autoriser que les lectures qui sont reconnaissables et généralement associées à ces kanji. Et par exemple, il serait accepté d'écrire le kanji de la mère, donc Umi, et de le prononcer Maline, parce que ça a un rapport. Et si quelqu'un est assez idiot pour appeler son fils Pikachu, il pourrait très bien le faire en choisissant un kanji qui signifie lumière ou briller, en l'associant avec un kanji qui se prononce Chu. Et du coup, ça pourrait se lire Pikachu. Puisqu'il y aurait un rapport entre le kanji et la lecture, ça serait autorisé. Voilà. Par contre, les lectures qui seront trop éloignées du kanji, elles seraient interdites. Enfin, la troisième proposition autoriserait des lectures même éloignées de la proposition habituelle. Voilà, donc tout ça pour l'instant c'est à l'état de proposition, on ne sait pas laquelle sera retenue, mais même si c'est la plus stricte, les Pikachu existeront. Voilà, j'ai trouvé la nouvelle très marrante, surtout pour le côté Pikachu Pokémon, et aussi intéressante pour tout ce qui concerne les lectures de prénoms. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous ne le savaient pas, donc j'espère quand même que personne n'appellera son fils Pikachu, mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas de cerveau, passez-moi l'expression, ou qui n'ont juste rien à faire de l'avenir de leur enfant et qui pensent que c'est, je sais pas, un chien ou un perso de jeu vidéo, je sais pas trop. Et tout ça, ça me fait penser à un très gros youtubeur anglophone qui habite au Japon et qui a une chaîne d'ailleurs très populaire sur le Japon et qui a eu un fils avec sa femme japonaise et ils l'ont appelé Taiga Wolverine. Voilà, Taiga c'est le kanji du tigre et Wolverine en katakana comme le X-Men. Non mais sérieux, pauvre gamin. Alors, je sais pas ce que vous allez penser, peut-être que je suis vieux jeu ou que j'ai pas critiqué le choix des autres, mais quand même, le pauvre enfant,
Déjà, il y a pas mal d'enfants métis avec des noms normaux qui sont mis à l'écart ou qui ont des difficultés à s'intégrer. Mais alors lui, avec Wolverine et Taiga, c'est mort de chez mort. Il va galérer toute sa vie. Enfin bon, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous appelleriez votre enfant comme un X-Men ou comme un Pokémon, hein? J'aurai peut-être des surprises, on sait jamais. Voilà pour les informations pures et dures. Et avant de vous montrer de belles images de la péninsule d'Izu, je voulais remercier Villimar et Adrien pour leur contribution sur Patreon. Voilà. C'est vraiment super sympa à vous. Hein. Merci beaucoup à tous les deux pour votre soutien. Et j'en profite pour faire un peu de pub perso. Donc si vous aussi, hein, vous appréciez ce que je fais, le travail, le temps que je passe sur mes vidéos, et que vous voulez me soutenir et m'encourager, eh bien, j'ai créé un compte sur Patreon depuis quelques temps et vous retrouverez toutes les infos dans la description juste en dessous de cette vidéo. Merci d'avance à ceux qui jetteront un œil. Voilà, c'est tout pour la page de pub et maintenant on va changer d'air et on va faire un tour à Izu. Et pour aller à Izu de Yokohama, nous avons donc pris un train, hein, comme d'habitude, et nous avons pris ce train, le Odoriko Izukyu, qui est vraiment très sympa, très joli et très agréable à l'intérieur. Et nous sommes allés jusqu'à la gare de Ito. Et de là, nous sommes allés dans un endroit qui s'appelle Komuroyama. Donc c'est une petite montagne, c'est très paisible, hein, regardez un petit peu. Puis on a pris un télésiège pour monter jusqu'au sommet. Et là, il y avait un petit sanctuaire très joli, hein, voyez vous-même. Voilà, il faisait très beau, hein. Il faisait très ensoleillé, j'ai pris un bon coup de soleil. Et il n'y avait pas trop de monde, c'était pendant la Golden Week, mais il y avait surtout une vue magnifique sur la péninsule et sur la mer. Voilà, on peut voir à 360 degrés, c'est très joli. Et donc là, il y a une avancée, hein, sur laquelle on peut se prendre en photo. Donc tout le monde faisait la queue pour prendre des photos, des selfies. Et puis voilà, après on est redescendu, donc on a repris le télésiège. Donc il n'y a pas de barrière au télésiège, hein, faut pas avoir peur. Alors on n'est pas très haut, hein, comme vous voyez, même si on tombe, on va pas mourir. Hein. Donc je vous laisse profiter un petit peu du paysage quelques instants. Voilà, puis après, ben, évidemment, il y avait une boutique avec des souvenirs. Hein, il y a toutes sortes de gâteaux, des alcools. On pouvait acheter aussi des glaces, hein, devant le magasin. Il y avait des goodies Kimetsu no Yaiba, hein, comme partout au Japon. Et puis voilà, il y avait encore des CMB. Ici, il y avait des espèces de tartes au thé vert. Voilà, et puis ensuite on est allé à Omuroyama, donc c'est le même nom mais c'est la grande montagne, et donc on est monté aussi au sommet, et vous voyez on peut voir le cratère, à l'intérieur du cratère, on peut faire tout le tour. Et donc moi ce qui m'a étonné c'est qu'il n'y avait pas de barrière sur le bord, alors moi qui ai un petit peu le vertige, j'étais pas très rassuré, mais regardez-moi ce paysage. Voilà, regardez, hein, c'est vraiment à couper le souffle, c'était très beau, donc je vous recommande vraiment, si vous pouvez aller à Izu, de venir faire un tour à Omuroyama. Voilà, et pour le retour, hein, il y avait encore le télésiège avec une barrière cette fois. Et voilà, ben, j'espère que ça vous a plu, hein. Je vous laisse avec ce magnifique paysage. Je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour plus d'infos sur le Japon.